Le débat tant attendu autour du dernier livre de Mokhtar Chaoui. L'auteur qui n'a pas sa langue dans sa poche au point que la grande critique littéraire Bernadette Rémy-Mauzoris lui a consacré un livre publié le mois dernier en France, dont le titre Mokhtar Chaoui, une liberté d'écriture. Il livre aux fidèles du débat du jour, les grands secrets de son dernier thriller qui donne des frissons, écrit dans un temps record et qui trace des événements qui interpellent le lecteur. Un livre qu'il a dédicacé à son grand ami l'artiste peintre, Feu Ahmed Al-Barak. Rendez-vous le dimanche 25 avril à 22h. C'est Abdelzak. Merci pour cette deuxième invitation. Merci aussi à toutes les personnes présentes qui ont eu le courage de venir écouter mes délires, parce que justement, c'est un roman un peu tordu qui a été tout simplement conçu par un esprit tordu, qui n'est autre que le mien, bien entendu. Mais avant de commencer la présentation de mon dernier livre, j'aimerais quand même avoir une pensée pour une personne qu'on a tous aimée, que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore, bien qu'il ne soit plus parmi nous, bien entendu. Il s'agit de mon ami, l'artiste peintre, j'appelle moi le sage et l'humaniste, Ahmed Al-Barak, à qui j'ai dédié ce livre. Et bien qu'il nous ait quittés il y a plus d'une année, sa présence est toujours intacte, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit même avec Abdelrahman, on n'arrête pas de parler de lui. Donc, Allah yarhamou, et je vous invite tous à prier pour lui en ces jours sacrés du Ramadan, qu'il repose en paix. Je tenais bien entendu à avoir cette petite pensée pour Ahmed, Allah yarhamou. Ok, donc le livre. Ceci n'est pas un miroir. Je voudrais tout d'abord dire que ce livre est un roman qui est sorti de nulle part. Quand je dis c'est un roman qui est sorti de nulle part, ça veut dire tout simplement que je ne l'avais pas vraiment préparé. D'habitude, avant d'écrire un roman, je cogite longtemps sur la thématique. Je fais des recherches, je visite des lieux dans lesquels je compte placer mes personnages. Je construis parfois toute l'histoire dans ma tête, presque comme sous forme d'un film, et c'est après que je commence la rédaction. Avec ce livre-là, je me suis tout simplement lancé dans la mer, sans savoir véritablement ce qui m'y attendait. D'accord ? Donc, j'avais certes une idée vague sur le sujet, mais une idée qui restait quand même floue. Qu'est-ce que j'avais comme idée ? J'avais tout simplement comme idée première le désir et la volonté de parler du sentiment d'emprisonnement, de parler du stress qui en résulte, de parler de la promiscuité de 2 ou 3 ou 4 personnes dans un espace clos. Bien entendu, tout cela nous a été imposé par le confinement. Et donc, l'idée première, c'est tout simplement de décrire un personnage qui est complètement déboussolé, complètement désorienté, et d'essayer de savoir un petit peu comment il va s'en sortir. On est d'accord ? Donc, au début, je n'avais aucune idée ni d'une intrigue très importante, ni des événements qui vont suivre. Comme je viens de dire, je me suis lancé dans le bain et je me suis dit, on verra où ça va nous amener. Donc, le roman s'est construit en quelque sorte au fur et à mesure de l'écriture. Ce qui n'était pas pour me déplaire en quelque sorte, parce que c'était une nouvelle expérience pour moi. Je n'ai jamais véritablement construit un roman sur le tas. Et là, pour la première fois, je le construis sur le tas. C'est-à-dire, je découvre les événements en même temps que je les écris. Et ça, c'était une nouvelle expérience pour moi qui était assez intéressante du point de vue littéraire. Donc, il est vrai que derrière cela, il y avait un besoin d'évacuer le stress dans lequel je vivais et dans lequel je présume tout le monde vivait, surtout pendant les 2, 3, 4 semaines du confinement. Je parle du mars 2020, avril 2020. Donc, c'est une période qui était très difficile pour moi et je présume pour tous les autres. Et donc, il a fallu que j'évacue tout cela. Et habituellement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire chaque fois que je suis mal dans ma peau, que je passe par des périodes difficiles, je trouve dans l'écriture une sorte d'exutoire. C'est-à-dire que depuis très jeune, chaque fois que je passe par un moment difficile, c'est vers l'écriture que je me tourne. Et je dois dire qu'il me rend si bien, parce que par moments, avec du recul, je me demande si j'aurais réussi à passer certains pans de ma vie si je n'avais pas
évacuer justement tout cela à travers l'écriture. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, qui n'avait pas encore ce titre, hein, moi, comme je dis, je nageais dans un océan sans savoir où je vais. J'avais devant moi donc une seule chose, d'écrire un personnage complètement désorienté, complètement déboussolé. C'est ça l'idée de principe. Mais il a fallu, bien entendu, trouver les raisons à ce désarroi. Et il a fallu surtout lier ce désarroi avec la situation que nous étions en train de vivre, c'est-à-dire le coronavirus, que nous vivons toujours, c'est-à-dire le coronavirus et le confinement. Et petit à petit, les idées se présentaient et l'intrigue se précisait. Et il faut dire que j'ai trouvé un petit peu un allié très important dans les réseaux sociaux. Hein, ce que je lisais dans les réseaux sociaux, ce que je voyais dans les réseaux sociaux, m'ont donné beaucoup d'idées à propos de ce livre. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré, et je continue à considérer, que les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme un miroir de la société moderne, et plus précisément un miroir dans lesquels les miroirs dans lesquels se voient où se construisent les égos en mal de reconnaissance. Et comme vous le savez très bien, pendant le confinement, l'utilisation des réseaux sociaux a explosé. Et je me demande vraiment s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, comment on aurait pu passer justement cette période de confinement. Donc les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils ont de méritoire et tout ce qu'ils ont de travers, je les ai intégrés dans le roman. Et j'ai voulu faire en sorte que ce que je vois et ce que je lis dans les réseaux sociaux explique en partie le comportement du personnage que je suis en train de construire. Et donc, j'ai eu l'idée de faire du personnage que j'ai appelé X. Au début, il n'était pas, Abdelrazak le savait, dans les premières versions, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de prénom. Hein, c'était simplement un personnage innommable. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas ancrer le personnage dans un espace, je ne voulais pas l'ancrer dans une culture. Et vous le savez très bien que le nom charrie une culture emprisante dans un espace. Si je dis Mohammed, forcément c'est un arabe, forcément c'est un musulman, enfin pas forcément un musulman, mais en tout cas il appartient à une culture. Si je dis Michel, forcément il appartient à une... Et je ne voulais pas justement ancrer le personnage dans un lieu et dans un espace déterminé, et je ne lui ai pas donné de prénom. Mais à la relecture, j'ai trouvé en fait que lorsque je n'ai pas donné de prénom à un personnage, en tout cas au personnage principal, il y avait parfois des confusions chez le lecteur, parce qu'après avoir écrit, on devient lecteur de son propre texte. Et donc, on le relit et avec une distance, et se dit, tiens, là, ça ne va pas, là, il faut changer. Je me suis rendu compte, en fait, que si je ne donne pas de prénom à un personnage, il va avoir une sorte de confusion entre les différents personnages masculins. Donc, j'étais obligé de lui donner un prénom. J'ai opté pour un prénom qui ne veut rien dire, c'est la lettre X. Donc, je l'ai nommé Monsieur X. Donc, l'idée première, c'est de faire de ce X-là, de ce personnage principal du roman, un addict aux réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui va construire une personnalité parfaite, faite de beauté, de gentillesse, d'altruisme, de sagesse, de générosité, bref. Lorsque vous visitez un petit peu son mur, et c'est le cas de plusieurs personnes que forcément vous connaissez, lorsque vous visitez un mur ou son mur à lui, vous êtes en face de ce qu'on peut appeler le prototype même d'un homme parfait. Et ce X-là va construire son existence autour des réseaux sociaux, autour de ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Et j'ai presque envie de dire que son existence ne sera jugée que par rapport au nombre de likes qu'il reçoit. À travers cela, qu'est-ce que je voulais montrer? Je voulais montrer en fait que, à travers le personnage de X, bien entendu, je voulais montrer que la valeur de l'homme moderne ne se mesure pas à son travail, à son honneur ou à ses sacrifices, mais au nombre de likes qu'il reçoit. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très grave que j'ai abordé dans le roman. Donc, X, comme des millions d'autres personnes, bien entendu, de nos jours, ces personnes-là, ils ont bâti une forteresse autour d'elles, faite d'images tronquées, de partages la plupart du temps plagiés, de citations copiées, et surtout faite de sublimation de soi et d'un ego surdimensionné. Alors, ces personnes, bien entendu, vivent dans un monde virtuel qu'ils ont modelé à leur guise.
et qui ont fini par s'y identifier au point de finir par croire que c'est cela la réalité. Alors jusque-là, j'ai presque envie de dire, je ne raconte rien d'extraordinaire parce que tout le monde a remarqué cela, tout le monde peut dire la même chose. Et c'est là où j'ai essayé un petit peu de corser la dose pour donner à ce roman un peu plus de suspense. J'ai imaginé donc la thématique du miroir. Pourquoi? Parce que je viens de dire que pour moi, les réseaux sociaux sont le miroir de la société moderne. Et donc, j'ai introduit la thématique du miroir et j'ai fait en sorte que ce personnage-là, tout simplement, va se retrouver face à un miroir, mais un miroir qui n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si l'homme moderne s'est construit une idée de son être à travers les images bien entendu des réseaux sociaux, s'est construit une idée de son être à travers les commentaires, à travers les likes qu'on lui adresse, s'il a pris l'habitude de se voir dans les regards des autres, à travers les miroirs des autres, je me suis posé la question, que se passera-t-il si je lui enlève ces miroirs-là, si je brise ces miroirs, c'est-à-dire les miroirs des autres? Qu'est-ce qu'il va lui rester? Bien entendu, il va lui rester un seul miroir qui est le sien. Et donc, il va être obligé, à cause du confinement, il va être obligé de se regarder dans son propre miroir. Et le problème, c'est que lorsqu'il va commencer à se regarder dans son propre miroir, il ne va pas retrouver les amis virtuels qui lui disent que du bien. Il va trouver le reflet de sa propre personne qui va lui dire « maintenant, arrête de mentir, maintenant, on va, bien entendu, parler sérieusement ». Et c'est là où m'est venue la citation de Nietzsche, d'ailleurs la citation que j'ai mise en tant qu'épigraphe, et qui est la suivante. Quand tu regardes trop dans l'abîme, l'abîme regarde en toi. Et bien tout simplement, ce personnage, quand il va trop regarder dans son propre miroir, ça veut dire quand il va commencer une introspection au fond de lui-même, et il va trouver qu'il n'est pas aussi beau que ça, n'est pas aussi gentil que ça, n'est pas aussi aimable que ça, et que toute l'image qu'il s'est construite de lui-même n'est qu'une sorte de lacis de mystification, de mensonge, etc. Et malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, c'est l'un des problèmes que nous vivons maintenant. C'est-à-dire il y a un dédoublement de personnalité entre la personne que nous sommes et la personne, c'est-à-dire nous-mêmes sur Facebook et nous-mêmes dans la réalité. Et c'est un des problèmes aussi que je pose dans cette... Donc, ce roman-là s'est construit comme une sorte de boule de neige. Il y avait une petite idée d'un personnage d'Ibousselé, et ben, ça a donné la thématique du miroir, et la thématique du miroir va entraîner d'autres thématiques qui se sont imposées. Parce que vous le savez très bien, quand on écrit, qu'on le veuille ou non, on est un petit peu, je dirais, envahi par nos lectures, nos anciennes lectures. Hein, vous êtes en train d'écrire et à un moment donné, tiens, ça me rappelle quelque chose que j'ai lu, ça me rappelle, etc. Et donc, en écrivant sur le mémoire, sur le miroir, pardon, il y a une figure qui s'est imposée à moi, qui est la figure de Narcisse. Vous connaissez tous Narcisse, bien entendu. Vous connaissez tous le mythe de Narcisse. Et s'il y a quelqu'un qui renvoie bien au thème du miroir, c'est bien Narcisse. On est d'accord? Donc, je ne vais pas revenir de façon étalée sur Narcisse, mais je vais quand même rappeler les points essentiels parce que ces points-là, nous allons les retrouver dans le roman. Alors, dans le livre d'Ovide, qui s'intitule Les Métamorphoses, c'est là où Ovide a développé le personnage de Narcisse, parce que je vous parle de 600 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquement on est dans la mythologie grecque. 600 ans avant Jésus-Christ, pratiquement tous les orateurs de Thèbes, de la ville de Thèbes, ne parlaient que d'Oedipe, c'est-à-dire le personnage phare de l'époque, c'était Oedipe. Eh bien, Ovide est venu et il va redonner de l'importance à Narcisse. C'est-à-dire que c'est Ovide qui va substituer Narcisse au personnage oedipien et c'est grâce à Ovide que le mythe de Narcisse va prendre la dimension qu'on lui connaît maintenant. Que dit Ovide de Narcisse? Il le décrit comme étant le plus beau garçon que l'humanité ait jamais connu. Il le décrit comme étant quelqu'un de très imbu de sa personne, quelqu'un de très fier, tellement fier qu'il repousse même les prétendants. Et pas n'importe quel prétendant. Les prétendantes sont les nymphes, c'est-à-dire les plus belles femmes parmi les femmes. Nous sommes dans la mythologie grecque, et donc je me rappelle, et ça peut-être que je suis en train de commettre un blasphème,
est-ce que les houris ne renvoient pas aux nymphes de la mythologie grecque? Je ferme la parenthèse, c'est juste une question. Mais bref, ce personnage de Narcisse est tellement imbu de sa personne, il est tellement beau, il est fasciné par sa beauté, qu'il repousse toutes les prétendantes, y compris la nymphe qui s'appelle Écho, qui est la plus belle parmi les belles, et va la repousser. Et Écho va mal prendre la chose et va demander aux déesses de punir Narcisse. Et il y a une déesse qui s'appelle Némésis qui va justement accepter l'appel de Écho, il va punir Narcisse. Et donc, il va obliger Narcisse à errer dans les déserts et dans les bois, etc. Et donc, Narcisse, à un moment donné, il va passer des jours et des jours à errer dans les bois et dans les déserts. Et à un moment donné, il va avoir soif. Il va être obligé de boire. Il va aller, bien entendu, du côté d'une source. Il va se pencher pour boire. Et c'est là où il découvre pour la première fois de sa vie sa beauté. C'est-à-dire qu'il est fasciné par son propre portrait, il est fasciné par son image et il se dit « je suis trop beau, je ne peux pas accepter n'importe quelle femme, n'importe quelle déesse, n'importe quelle nymphe parce qu'aucune d'elles n'égale ma beauté ». Donc il va tomber dans le narcissisme, qui va devenir par la suite le narcissisme. Il va passer des jours et des jours et des mois à se contempler jusqu'à chaque fois il s'approche jusqu'à ce qu'il tombe dans la rivière et il meurt. Autrement dit, il est mort en s'admirant. Il y a bien entendu d'autres versions qui disent que Narcisse ne s'est pas noyé, qu'il s'est poignardé. Une troisième version qui dit que Narcisse, en fait, il avait une sœur jumelle qui lui ressemblait tellement et que cette sœur est morte et lui, il s'est penché pour voir à travers son portrait, le portrait de sa sœur. Tout cela, les versions sont multiples, mais ce qui reste des trois versions, ce qui reste, je dirais, qu'on retrouve dans les trois versions, c'est que nous avons affaire à un Narcisse qui serait mort en regardant son reflet, en regardant sa beauté, donc son image, sur une eau cristalline d'une rivière. Donc tout le monde a assimilé ce mythe. Tout le monde a assimilé cette version. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous parle plus de Narcisse et la relation qu'il y a avec le personnage. Donc c'est ça, en fait, ce qu'on a. On nous a fait admettre la version qu'on a perpétuée, que les académiciens même continuent de perpétuer, c'est qu'on nous a fait admettre que Narcisse s'est noyé ou s'est tué ou s'est suicidé, peu importe, en regardant son portrait et en restant fasciné par sa beauté. On est d'accord jusque-là. Mais, personnellement, je me suis posé le problème autrement. Je me suis dit, et si Narcisse n'était pas noyé, ne s'est pas suicidé, non pas parce qu'il a été ébahi par sa beauté, mais parce qu'il a découvert pour la première fois de sa vie l'abîme qu'il avait en lui. Il a découvert pour la première fois de sa vie la noirceur qu'il habitait. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais regardé dans un miroir. On est d'accord? Et donc, pour la première fois, il s'est regardé dans un miroir, et en se regardant dans un miroir, il ne va pas voir sa beauté, il va voir ce qu'il y a de l'autre côté de sa beauté. Ça veut dire tout simplement le côté obscur de l'humain. Donc, en se regardant dans l'eau cristalline de la rivière, qui ne peut être que l'équivalent du miroir, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le monde de la mythologie et que chaque objet dans la mythologie ne renvoie pas forcément à sa fonctionnalité première. C'est-à-dire que le miroir peut symboliser autre chose, que la rivière peut symboliser autre chose. Et dans le mythe dans le mythe de Narcisse, la source qui reflète, qui réfléchit le reflet ou l'image de Narcisse, c'est quelque chose, c'est une source qui reflète en fait le fond de la personne, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en se regardant dans le cristalline de la rivière, qui ne peut être que l'équivalent du miroir, un miroir qui ne reflète pas le paraître, mais l'être profond, Narcisse a découvert le fond de son être. On a été terrifié, ne l'a pas supporté, et donc ne pouvait plus vivre avec le poids de ce qu'il vient de découvrir. Et donc, il a préféré se laisser mourir. Du coup, si on va vers cette explication, du coup, on peut dire que le mot narcissisme
ne renverrait plus à un être beau, égocentrique, qui passe son temps à s'admirer, mais qui est imbu de sa personne. Mais le mot narcissisme renverrait plutôt à celui qui a découvert le fond noir de son âme, qui a vu l'abîme qu'il habite et qui n'a pas pu supporter cela et donc il a préféré mourir. On est d'accord? La question qu'on peut me poser, c'est qu'est-ce qui m'a poussé justement à voir ce mythe sous cet angle-là? C'est le mythe lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on lit le mythe lui-même, on découvre des failles qui interpellent, qui appellent à des questions. Lorsqu'on revient au mythe lui-même, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que lors de la naissance de Narcisse, l'Iriope n'est autre que la mère de Narcisse. L'Iriope va poser la question à un devin, c'est-à-dire quelqu'un qui voit l'avenir et qui s'appelle Tirésias. Il va lui poser la question suivante, il va lui demander en fait si son fils atteindrait un âge avancé. La mère, tout à fait normale, demande à un devin, comme quoi même la mythologie grecque a un choua fadialum. Donc, il demande à ce devin, est-ce que Narcisse va atteindre un âge avancé? Et c'est la réponse de Tirésias qui m'a interpellé. En fait, il y a deux versions encore dans cette réponse. La première version dit ceci. La réponse de Tirésias est la suivante. Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. Retenez ça. Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. Dans une autre version, la réponse de Tirésias, c'est il l'atteindrait, là on est dans le conditionnel, il l'atteindrait s'il ne voyait jamais son image. Je répète, il l'atteindrait s'il ne voyait jamais son image. Ce qui veut dire, du moins suggérer, que la connaissance de soi mène à la mort, du moins la provoque. Car le moi est obscur, ténébreux. Personne ne peut lui survivre, même pas les demi-dieux. Alors, que dire, bien entendu, des humains? Donc, lorsqu'on reprend la citation ou la réponse de Tirésias, il l'atteindrait s'il ne voyait jamais son image, cette citation suppose aussi que la découverte du vrai visage de Narcisse va causer sa perte. Voilà pourquoi il a invité sa mère à pousser Narcisse à ne pas se regarder dans la glace, à ne pas découvrir son reflet. Donc, cette citation suppose aussi que la découverte du vrai visage de Narcisse va causer sa perte, non pas parce qu'il est beau, chose que Narcisse savait déjà, puisqu'il a déjà refusé les prétendantes et même Écho, mais parce que cette image sublime qu'il a cache une autre qui est noire, qui est sombre, qui est laide. Et vous serez peut-être d'accord avec moi si je dis que combien de personnes nous connaissons autour de nous qui sont dans un corps merveilleux, un corps d'athlète, un corps de Dieu même, mais à l'intérieur, c'est un vrai démon, c'est un vrai monstre. Ce qui veut dire qu'un corps splendide peut cacher un monstre. Et c'est peut-être ça, ce qu'a découvert justement Narcisse. Donc Narcisse est donc mort non pas parce qu'il a découvert sa beauté, mais parce qu'il a été confronté à la laideur de son âme. Je ferme la parenthèse de Narcisse et je me pose la question, et vous vous la posez sûrement, quel est le rapport avec le personnage de Ceci n'est pas un miroir? Eh bien, le personnage de Ceci n'est pas un miroir, il a vécu, ou bien il va vivre autrement, bien sûr, dans des circonstances différentes, il va vivre la même expérience ou presque de Narcisse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après avoir passé sa vie à s'admirer sur les réseaux sociaux, après avoir passé sa vie à se construire une personnalité parfaite, mais une personnalité factice, une personnalité fausse, une personnalité fictive en fin de compte, il s'est retrouvé à cause du confinement et il s'est retrouvé du jour au lendemain devant quoi? Devant l'obligation de se regarder dans son propre miroir. Et lorsqu'il va se regarder dans son propre miroir, il découvre vraiment qu'il n'est pas ce qu'il croyait être. Il va découvrir que sa vraie nature n'est pas ce qu'il croyait être. Sa vraie nature va ressortir. Son animalité va prendre le dessus sur son animalité.
Et il ne va pas accepter ça. De la même façon que Narcisse s'est jeté dans la mer, peu importe la version, ou bien il s'est jeté, ou bien il s'est suicidé, parce que dans une autre version, il s'est suicidé avec un poignard. De la même façon que Narcisse, en découvrant le côté ténébreux de son âme, va préférer mourir, mais ce personnage ne va pas préférer mourir. Au lieu de mourir, il va tuer. Vous voyez un petit peu, c'est là où, bien entendu, j'oublie un petit peu le mythe de Narcisse et j'invente des choses. Donc, le personnage X, une fois qu'il a découvert l'être qui se cache, bien entendu, au fond de lui, il va devenir quelqu'un d'autre. Il croyait, et il va commettre l'irréparable. Je ne vais pas, bien entendu, dévoiler ce que c'est l'irréparable. Pour les personnes qui ont déjà lu le livre, ils savent de quoi il s'agit. Donc, il va commettre l'irréparable et il va tout simplement fuir la ville pour tout simplement essayer de, comment dirais-je, de se repentir, de se reconstruire. En fait, il va fuir son propre abîme, mais il va vite constater en fait que lorsque l'abîme nous habite, il ne nous quitte jamais. Et donc, au lieu de se repentir, au lieu de se reconstruire, il va aller de plus en plus vers des catastrophes, il va commettre l'irréparable de plus en plus. Et c'est là où je fais intervenir la littérature. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont déjà lu mes autres livres remarqueront que pratiquement tous les personnages de mes romans sont sauvés par la littérature, sauvés par l'écriture. Eh bien, X va essayer d'être sauvé par l'écriture, alors que lui, il n'a jamais rien écrit d'intéressant. Je rappelle en fait que c'est un personnage qui est journaliste, c'est un personnage qui est chef de rédaction d'un journal dont il détient pratiquement la moitié des actions. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement écrit. Et pour une fois, il va devoir écrire parce que seule l'écriture, en tout cas c'est comme ça qu'il a compris les choses, seule l'écriture va l'aider à évacuer ce qu'il a à l'intérieur de lui, et donc il va se guérir grâce à l'écriture. Donc, il va commencer à écrire son journal intime, et il va vite constater en fait qu'il est en train de refaire les mêmes erreurs qu'il avait déjà commises lorsqu'il utilisait les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Il va tomber dans les défauts de la sublimation de soi. Même dans son journal intime qu'il a créé avec l'idée de se purifier, il va tomber dans l'erreur de la sublimation de soi, il va tomber dans les travers des réseaux sociaux, il va faire perdurer, en tout cas il va essayer de faire perdurer l'image du héros qui s'est attribué, et il va continuer à s'en prendre aux autres, c'est-à-dire à considérer que les autres, c'est l'enfer. Comme vous le savez, Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Eh bien, lui, il va continuer à faire ça. Mais, et c'est là où le problème se pose. Manque de bol pour lui, cette fois-ci, il ne va pas trouver devant lui les miroirs de ses amis virtuels, qui avaient l'habitude d'aller dans le sens qu'il veut, qui avaient l'habitude de l'applaudir, qui avaient l'habitude de lui mentir, qui avaient l'habitude de miroiter l'image qu'il cherche à s'attribuer. Non, parce que les autres miroirs ont été brisés, il ne reste qu'un seul, celui de sa conscience. Eh bien, ce miroir-là ne va pas l'applaudir, ne va pas lui mentir, ne va pas l'enjoliver. Non, ce miroir-là va tout simplement lui dire « arrête de mentir, ça suffit. Maintenant, si tu veux écrire ton journal intime, sois honnête, sois sincère, sinon, eh bien, je ne suis pas d'accord avec toi. » Et comme le personnage va continuer à se mentir, c'est le ne va refléter l'image du personnage, mais va vivre selon de débit. Oui. Ça doit être Internet alors. Exact. C'est bon là. Exact. Là, au niveau de l'Internet, là, la connexion تاعك à un certain moment هبط le oui, mais ça, c'est pas grave. Allez-y. Ça, je n'y peux rien. Les réseaux sociaux ont compris que je suis en train de les critiquer. Voilà, on va le censurer, ce mec-là, parce qu'il est en train de détruire notre Kalipa. Non, c'est le miroir qui commence à se briser. C'est le miroir qui est en train de parler, je crois.
n'a rien ressenti. On n'a rien ressenti. Non, mais ça dépend des endroits, je crois. Voilà. C'est le bâtiment d'à côté, le ouais, c'est sûrement ça, ouais. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que, alors que lorsqu'il écrivait sur les réseaux sociaux, il recevait bien entendu les fleurs, là, il est en face à son miroir et son miroir lui dit « Oh, vous arrêtez, moi, je ne suis pas comme les autres, ou bien vous êtes sincère, ou bien je vous dis vos 4 vérités. » Eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, comme Narcisse, pour revenir un petit peu à Narcisse, comme Narcisse qui n'a pas pu survivre à la vue de son propre abîme, symbolisé bien entendu par l'image, reflétée par la source, eh bien, la question est, est-ce que X va-t-il survivre à cet abîme qui a été révélé par le miroir qu'il a dans la chambre d'hôtel? Parce que je rappelle que lui, il va fuir, il va aller dans un patelin complètement isolé et il va s'isoler dans une chambre d'hôtel. Pratiquement tout et c'est ce miroir qui a entendu lui révéler sa propre personne. D'accord? Donc, ce sont les questions. Qu'est-ce qu'il va devenir, va faire, etc. Et je n'ai pas envie vraiment de révéler ce qui va se passer parce que sinon, on va, bien entendu, ôter tout suspense à toutes les personnes qui n'ont pas encore lu le livre. Alors, si vous avez 2-3 minutes, c'est OK, je termine. Allez-y, Assi Chaoui, tfadal. Alors, juste 2-3 minutes, parce que je tiens quand même à parler de la dimension littéraire du roman. Je n'ai pas du roman, mais je vais simplement évoquer deux dimensions. Alors, la première dimension qui est quand même un peu tordue, mais qui a, je le dis, je commence par la fin, qui a foiré à la fin. Qu'est-ce que je voulais faire? Et lorsqu'il s'agit du locataire du miroir, c'est-à-dire de l'autre côté, j'utilise le dessus. On est d'accord? Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Vous allez voir en fait que c'était un peu tordu de ma part. Ce que je voulais, c'est proposer un roman avec 2 parties. Dans la première partie, je commence par il, tu et je. Les pronoms personnels il, tu et je. Mais dans ma tête, l'utilisation de ces 3 pronoms personnels devait équivaloir à quoi? À la phrase « il tue » du verbe « tuer » le « je ». Supposons que le « il » renvoie au surmoi, le « tu » renvoie au verbe « tuer » et le « je » renvoie au « moi ». Autrement dit, dans la première partie, je voulais que le surmoi écrase le « moi », donc il le tue. Et dans la deuxième partie, je voulais faire le contraire et faire le « je », « tu », « il ». Ça veut dire le pronom personnel je, c'est-à-dire l'identité du personnage, qui va tuer le il, c'est-à-dire le surmoi, c'est-à-dire le moi qui va essayer de tuer le surmoi. Et vous le savez très bien, dans la psychanalyse, on ne peut avoir une identité épanouie que si on tue le père, que si on tue le surmoi en général. C'est ça, c'était mon idée première, mais lorsque j'ai classifié le roman de cette façon, les chapitres se sont complètement chamboulés et il était pratiquement impossible de comprendre ce que je voulais dire. Donc, j'ai laissé tomber cela et je l'ai gardé sur 2 ou 3 chapitres, mais le reste, j'ai quand même préféré une sorte de fluidité dans le roman en gardant le suspense. Et l'idée principale que j'ai gardée, c'est justement de sauvegarder en quelque sorte, de ne pas perdre l'attention du lecteur. Parce que vous le savez très bien, tout écrivain, la hantise, la bête noire d'un écrivain, c'est que le lecteur décroche dès le 3e et le 4e paragraphe. Donc, j'ai reconstruit le roman de façon à ce que à chaque chapitre, on voit un autre et on ne peut comprendre celui-là que si on va vers l'autre et on ne peut comprendre le roman que si on va jusqu'à la fin. J'espère si j'ai réussi, vous le direz pour les personnes qui ont déjà lu. Deuxième chose, et je termine là-dessus, concernant la dimension littéraire. J'ai tenu dans ce livre à rendre hommage à plusieurs écrivains qui pour moi sont très chers, qui pour moi sont non simplement ont eu une influence sur moi, sur la façon de voir le monde, mais aussi sur la façon d'écrire. Et les personnes qui ont une culture littéraire, qui ont lu un petit peu la littérature française surtout et mondiale, ont sûrement détecté des renvois que j'ai faits
parfois implicitement et parfois explicitement à des écrivains célèbres. Alors, j'espère que pour les personnes qui ont déjà lu ça, ils ont déjà remarqué que dans le roman, il y a l'esprit d'Émile Cioran, le philosophe pessimiste par excellence. Il y a des renvois à Beckett, il y a des renvois à Kafka, il y a des renvois à Dostoïevski, il y a des renvois aussi à Murakami. Et pourquoi j'ai dit que parfois ces renvois sont explicites et pourquoi parfois c'est implicite? Je vous donne deux exemples et je termine. Lorsque, par exemple, vous lisez le roman et que vous voyez que la propriétaire de l'hôtel, la vieille propriétaire de l'hôtel s'appelle Winnie, quelqu'un qui a lu Beckett ne peut pas ne pas penser au personnage de Winnie dans Oh les beaux jours, la pièce de théâtre de Beckett. Et j'ai fait en sorte que le personnage de Winnie dans mon roman ait des traits en commun avec le personnage de Winnie dans Oh les beaux jours de Beckett. D'ailleurs, là c'est juste un petit jeu que je me suis amusé un petit peu parce que en avançant quelque chose que je ne voudrais pas dire, mais je vais le dire, cette femme va mourir et au moment où il va mourir, il va dire au personnage X qui est venu en principe pour la sauver, il lui dit « Sauve-moi Willy ». Et Willy, c'est qui est Willy? Willy, dans la pièce théâtrale de Beckett, n'est autre que le mari de Winnie. Donc là, c'est un renvoi explicite très clair à un écrivain que j'adore, qui est un de mes mentors. Un autre renvoi, mais cette fois-ci qui est implicite, ça veut dire qu'il faut quand même le connaître. Pour les gens qui ont une culture littéraire, ils savent ce que c'est que l'acte gratuit. L'acte gratuit, dans la psychanalyse, ça existe, mais on le retrouve surtout chez André Gide et de façon plus prononcée chez Dostoïevski. C'est quoi l'acte gratuit? C'est lorsqu'on commet une bavure ou surtout lorsqu'on commet un meurtre sans motif. C'est-à-dire, on va tuer quelqu'un et après on se demande pourquoi je l'ai tué. On trouve cela chez Gide et on trouve surtout cela chez Dostoïevski. Et si vous avez déjà lu Crime et Châtiment, le personnage de Raskolnikov, il va tuer une vieille et après il va se demander pourquoi l'ai-je tué? Est-ce que pour lui voler de l'argent? Pas vraiment, parce que à la lecture de Crime et Châtiment, on découvre en fait que Raskolnikov n'a pas utilisé cet argent. Et bien le personnage X va commettre un acte gratuit sur la personne de Winnie sans savoir pourquoi. Et lui aussi, il va lui voler une chose. Raskolnikov a volé de l'argent, mais X va voler un tableau. Et lorsqu'il va apporter ce tableau dans sa chambre, le locataire du miroir, c'est-à-dire l'autre moi, va lui dire « Attention, ce miroir porte malheur ». Et les personnes qui ont lu le roman savent maintenant pourquoi je dis que le miroir porte malheur. Parce que du miroir vont sortir des choses que je ne révèle pas ici. Donc ici, c'est un renvoi indirect à un de mes écrivains préférés, qui est Dostoïevski, et un dernier renvoi, c'est celui de Murakami. Celui qui a lu 1084 de Murakami, un des écrivains que je chéris beaucoup, en tout cas l'univers de cet écrivain, celui qui a lu 1084 se souvient des trois lunes, de deux lunes accrochées au ciel. Eh bien, j'ai fait exprès je dirais, de faire un clin d'œil à ces deux lunes, non simplement à ces deux lunes, mais j'ai renvoyé aussi au lever du soleil par l'ouest, j'ai renvoyé au soufflement dans le corps, et j'ai terminé par ce que vous savez, c'est-à-dire tout simplement un verset du Coran. Voilà, donc je ne voudrais pas non plus monopoliser la parole, j'étais peut-être un peu trop long, excusez-moi, et la parole est à vous, et merci de votre attention.